Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. 22 septembre 1960, 22 septembre 2020, 60 ans d'indépendance. Quels sont les acquis et les défis? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont professeur Abdoulaye Niang, économiste, chercheur, directeur du Centre Séné, Dr Ali Tunkara, écrivain, sociologue, directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel, et Amadou Tchéoulène Diarra, maître Amadou Tchéoulène Diarra, avocat, président de l'association malienne de défense des droits de l'homme AMDH. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Bonne indépendance à tous les Maliens, mais est-ce que le Mali est réellement indépendant? C'est la question que se posent certains. Alors, professeur Abdoulaye Niang, est-ce que le Mali est aujourd'hui indépendant? L'indépendance se résume en deux, l'indépendance politique et l'indépendance économique. C'est ce que les gens comprennent le plus facilement. L'indépendance politique nous a été donnée. L'indépendance économique, nous sommes sur le champ de la bataille mondiale de l'origine de propriété des terres que nous avons, qui nous a été enlevée suivant le principe d'acquisition du titre de propriété des terres des païens et des infidèles qui se trouvait dans une lettre patente du 5 mars 1496. Et donc, la couronne britannique a ordonné la loi fondamentale de chrétienté d'aller dans nos pays pour aller prendre possession des ressources naturelles parce que nous ne méritons pas le titre de propriété. Ça, c'est 1496. Il y a eu toutes ces colonisations. Mais en 1955, la Cour suprême des États-Unis, qui n'était pas dans la conquête des colonies, eh bien, a décidé que l'Angleterre, qui avait une forêt dans les États-Unis indépendants politiquement, que leur indépendance économique veut que les sociétés américaines puissent exploiter le bois de ces forêts-là pour construire des maisons. Et là, les Indiens qui étaient là-bas aussi ont dit que non, c'est notre forêt. On dit non, vous n'êtes pas indépendants, ni politiquement, ni économiquement. Donc, la décision de la Cour suprême des États-Unis, sous le juge Earl Warren, a été qu'on va développer la doctrine du titre de propriété par la découverte chrétienne des ressources naturelles. Donc, les nations chrétiennes qui vont découvrir par la recherche, par les bureaux de recherche géologique et des mines, quand ils découvrent, ils ont le titre de propriété. Et les populations qui sont là-dessus, puisqu'on avait déclaré la zone comme zone libre, donc que ceux qui sont là-dessus, étant des païens et des infidèles, ils n'ont pas droit au titre de propriété d'abord des terres, mais ils n'ont pas droit aussi au droit de jouissance sur les ressources naturelles qui se trouvent sur leur territoire. Donc tant qu'on ne comprend pas cette historique, eh bien on ne peut pas comprendre la vallée dans laquelle on se trouve, où tu as l'indépendance politique, mais n'ayant pas l'indépendance économique, donc on exploite tes ressources naturelles, tu as une croissance qui est connue de tout le monde, publiée 5%, 6%, et les politiques se plaisent à le dire, mais quand tu vois l'indice de développement humain, tu trouves que l'ensemble des pays africains sont concentrés au bas du tableau de l'indice de développement humain. Donc, si on comprend ça seulement, eh bien, les chercheurs que nous sommes, nous avons découvert la cause profonde, les relations sous-jacentes qui expliquent la vallée des deux Afriques. En résumé, voulez-vous dire que le Mali n'est toujours pas indépendant? Non, mais on peut raisonnablement, en tant que chercheur, on peut raisonnablement dire que les dernières obstructions à la réalisation du rôle de l'État prééminent du Mali, qui a la responsabilité de l'initiative d'aller vers l'indépendance économique, d'aller vers un modèle de globalisation qui permet l'indépendance économique de l'Afrique, qui permet de réaliser la souveraineté économique des nations africaines, qui permet la restauration du droit de propriété sur les ressources naturelles de la collectivité territoriale et qui permet aux populations d'avoir leur droit de jouissance, eh bien, les recherches dans ce domaine-là sont terminées. J'ai le plaisir de le dire. Et il y aura une émission spéciale le 22 septembre sur ce sujet. Et donc, pour être indépendant économiquement, il faut que mon jeune qui est là puisse avoir 10 fois, 15 fois
le salaire qu'il a, parce qu'il a pris de l'intelligence pour développer un centre d'études sans pourtant avoir des moyens. Et des gens comme ça, on doit les encourager. Et ils doivent on va lui demander donc son avis. Est-ce que le Mali est aujourd'hui indépendant selon vous, Ali Tounkara? Je pense que l'indépendance, elle est quand même sans équivoque. Elle est certainement obtenue. On ne peut pas douter de cela. Sinon, nous risquerons de ne pas être reconnaissants à la mémoire de toutes ces femmes et tous ces hommes qui se sont battus pour justement obtenir cette indépendance, même si des critiques formulées par le professeur Nyang restent quand même très plausibles. Maintenant, s'agissant de l'état de l'indépendance, je pense que la question mérite d'être posée en ces termes. À partir de quels critères peut-on réellement dire que l'indépendance est effective et réelle? Je pense que lorsqu'on va s'inscrire dans la satisfaction de ces critères, naturellement dans le contexte malien, des hypothèses restent tout à fait soutenables, mais du point de vue déjà administratif ou du point de vue même légal ou constitutionnel, l'indépendance est sans équivoque. Maintenant, quand vous regardez un peu toute l'élite menée par, si vous voulez, les premiers politiques maliens, notamment à travers le président Modibo Keïta, naturellement, ce sont des efforts qui n'ont pas été soutenus, si vous voulez, dans le long terme. Vous regardez avec le président Modibo Keïta combien d'unités de production, comment le président Modibo Keïta et ses compagnons sont parvenus quand même à jeter les bases d'un État souverain, les bases d'un État autonome d'ailleurs. Ce n'est pas pour rien que même les raisons naturellement défavorables en termes de pluviométrie avaient quand même bénéficié de cette ingéniosité de la part du président Modibo Keïta. Donc concrètement, ceux-là qui sont venus avec le président Modibo Keïta, malheureusement, qui n'ont pas permis de pérenniser ces acquis. Non seulement ces acquis, on les a perdus, mais dans le même temps, ces différents États qui se sont succédés n'ont pas été créatifs, n'ont malheureusement pas aussi comblé les attentes qu'avaient les Maliens vis-à-vis de la justice, qu'avaient les Maliens vis-à-vis même de l'autosuffisance alimentaire, qu'avaient les Maliens vis-à-vis même de l'autonomie vis-à-vis de l'étranger. Vous n'êtes pas sans savoir quand même que le contexte et même la circonstance dans laquelle les forces françaises colonialistes ont quitté le sol malien sont quand même un témoignage éloquent de cette, si vous voulez, de ce courage qu'avait le président Modibo Keïta et tout son entourage. De la même manière également, si vous regardez en termes d'autonomie, c'est quand même toute la question est à ce niveau. Ce n'est pas pour rien que le professeur Nyang tient beaucoup quand même à clarifier à combien sommes-nous dépendants vis-à-vis de l'étranger quant aux questions liées à l'économie. Le président Modibo Keïta, l'estime qu'il avait vis-à-vis des pays de la sous-région, notamment même aujourd'hui les pays qui sont quand même fortement, qui sont sur toutes les lèvres dans le contexte malien en parlant de ces rébellions successives et même de ces questions de l'extrémisme violent et du terrorisme, sous le président Modibo Keïta, l'Algérie ou le Maroc quand même, ont connu, si vous voulez, pour parler, même un cessez-le-feu à partir du territoire malien. Donc tout cela prouve qu'effectivement, le Mali indépendant sous le président Modibo Keïta était un Mali digne, était un Mali autonome, était un Mali très estimé. Mais malheureusement, je pense que lorsque l'ère Moussa Traoré a sonné, des hypothèses peu, si vous voulez, flattables peuvent être soutenues à ce stade. Maître Amadou Tchaoulène Diarra, aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance, êtes-vous satisfait du bilan? Oui, le bilan, en fait, c'est quand même une question complexe parce que les questions ne se posent pas dans les mêmes termes qu'elles ont été posées après les indépendances jusqu'en 1968. Les questions, on ne peut pas aussi les poser dans les mêmes termes, en fait, et sous le régime de feu Moussa Traoré. On ne peut même pas poser les questions, en fait, telles qu'on on peut les appréhender sous Konaré, ATT et sous Ebeka. On les pose différemment parce que la question du bilan, elle est importante. Elle est importante parce que, en fait, Modibo et puis les autres, ils n'ont pas fait face au même genre de problème. Parce qu'avec le président Modibo Keïta, eh bien, c'était en fait
un État et un pays qui sortaient de la colonisation, de la fédération de la communauté, à bâtir une nation. Bon, les règles d'organisation, quand on sort du giron de l'impérialisme, comme on aime le dire, on veut bâtir une nation. La bataille, c'était d'asseoir la nation en fait sur des ressorts économiques, qui sont différents des ressorts économiques d'aujourd'hui, parce que l'État-nation avait en fait des ressorts bâtis sur des entreprises nationales. Or aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, nous sommes en fait entrés dans le cycle du néolibéralisme, et par conséquent, les ressorts de l'État ont changé. En fait, vous savez, les compétences qui ont échappé à l'État, indépendamment de la volonté de certains de nos dirigeants, il faut le dire aussi, parce que la pression aidant, et puis depuis le consensus de Washington, on a mis en fait le paquet pour qu'on sorte de ces États-nations, pour entrer dans le cycle du néolibéralisme. Maintenant, les ressorts économiques ont changé. C'est des entreprises privées qui constituent aujourd'hui les ressorts. Bon, maintenant, les entreprises privées, on ne peut fonctionner qu'avec ces entreprises privées-là sur la base des taxes, comme dans les pays capitalistes. Ils ont des entreprises nationales, certes, mais nous, là, fondamentalement, tout ce qu'on avait en fait acquis de Modibo Keïta, on les a libéralisés, on les a privatisés, on les a bradés aussi. Il faut le reconnaître, on a bradé. On a bradé, ça a commencé sous Konaré, il ne faut pas avoir la langue de bois pour le dire. Ça a commencé parce que les entreprises... Ali Tounkara pense que ça a commencé sous Moussa Traoré. Non, depuis sous Konaré, il faut le dire, parce que les entreprises ont été bradées sur la base de la loi de 1994, en fait dans la plus grande opacité. C'était des intellectuels qui étaient au pouvoir. Je ne les charge pas, parce que quand vous prenez une loi sur en fait la libéralisation des entreprises nationales, les décrets qui devaient être pris, ça s'est passé dans la plus grande opacité et les choses se sont passées de gré à gré, et il y a des fonctionnaires qui ont cédé des entreprises nationales alors qu'on ne sait pas s'ils étaient compétents pour le faire. Il y a des entreprises pour lesquelles il faut une loi. On est d'accord? S'il faut une loi maintenant, si on le cède comme ça, on les a bradés. Maintenant, pour moi, je ne suis pas contre le fait que l'État ait cédé à des nationaux ces entreprises. Mais maintenant, les entreprises ont perdu leur vocation. Moi, je ne suis pas économiste. Mais s'il y avait le plein emploi pendant, en fait, les entreprises, c'était dans l'État national. Mais vous les cédez à des privés nationaux, parce que simplement, si vous voulez, les Occidentaux veulent comme ça. Mais les vocations ont changé. Il y a des Maliens qui ont bénéficié des cessions d'entreprises nationales là, à vil prix, excusez-moi de l'expression, mais qui n'ont rien fait pour les Maliens. Même pas de recrutement pour les emplois. Il n'y en a pas. Donc, ce qui fait que la finalité, ça a été quoi? Ça a été quoi finalement? Donc, nous sommes retournés, si vous voulez, à la situation avant 1960. Donc, ça n'a pas eu d'intérêt. Il y a des Donc, au lieu de progresser aujourd'hui, le pays a régressé. Bon, sur un certain nombre de plans en ce qui concerne en fait les propriétés collectives. Parce qu'il y avait des propriétés qui appartenaient à l'État, qui n'appartiennent plus à l'État. On est d'accord, mais maintenant, si vous voulez passer d'un système d'entreprise nationale à un système de privatisation, mais l'État doit montrer que, en fait, je vais vivre de taxes. Les entreprises privées doivent payer des taxes, n'est-ce pas? Mais le fond du problème, ce n'est pas ça, parce que on est d'accord que toutes les entreprises qui sont assujetties au paiement de taxes là, mais c'est la corruption. Les entreprises qui doivent payer à l'État 500 millions par an, 500 millions par an ne payent que 30 millions, mais moyennant des pots de vin à des fonctionnaires de l'État. Et c'est ça le fond de la question. Sinon, on n'est peut-être pas contre la privatisation dans tous les sens, mais si chacun jouait son rôle. Parce que si vous devez 500 millions à l'État, vous ne le payez pas.
Vous ne payez que 50 millions parce qu'il y a des fonctionnaires corrompus dans l'appareil d'État, eh bien, qui prennent 50 millions à la place de 500 millions. Et puis bon, l'État n'a que 20 millions là-dedans. Donc vous allez jouer quelle fonction sociale? L'entreprise ne pourra pas. Et donc c'est ce qui fait que bon, c'est la régression à tous les niveaux. Et quand on en arrive à ce stade-là, eh bien, la faiblesse de l'État, ce n'est pas qu'on ait un nom, hein. Les gens l'attribuent, par exemple, Kalsaye, ce n'est pas ça. La faiblesse de l'État est liée vraiment à des indicateurs. Quand un État est privé de ça, eh bien, l'État s'affaisse. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons tout lieu d'être un pays indépendant, c'est ça, mais alors que eh bien, la réalité est que notre souveraineté, nous ne l'exerçons pas au niveau de certaines entreprises. La preuve est qu'en matière d'extraction de l'or, le Mali n'est même pas présent, c'était une question taboue, le Mali n'est même pas présent dans la chambre des coulées. Est-ce que c'est parce que nous avons des dirigeants corrompus ou c'est parce que nous sommes faibles? Parce qu'il n'y a que ces deux choses qui l'expliquent. Si vous n'êtes pas présent dans la chambre des coulées, là où on fait couler l'or, on le met en lingot, vous n'êtes pas là-bas. On le sort pour dire que bon voilà, nous avons eu ça. Vous n'êtes pas dans la chambre. Si vous n'êtes pas dans la chambre, on vous présente. Mais maintenant, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que les dirigeants sont intéressés en fait au résultat de la production, on leur donne leur part, ils se taisent, ou bien c'est parce que c'est un État faible qui ne peut absolument rien contre ça? Ça, c'est une question fondamentale. Parce que si nous n'avons que l'or, mais tout se passe comme si vraiment le Mali n'est même pas un grand pays minier, quoi. C'est ça la question de fond. Donc, ce qui fait que notre retard par rapport au Modibo s'explique parce que les gens n'ont plus un sentiment national. C'est en crise. C'est fondamental, ça. Il n'y a pas de sentiment. C'est-à-dire le sentiment d'appartenir à un pays et le sentiment d'avoir en fait une nation, c'est effrité. À partir de quand? C'est effrité, si vous voulez. Bon, nous avons eu des ennemis de la nation depuis sous Modibo, ne le sous-estimez pas aussi, parce que la révolution du 22 août 1966, c'est parce qu'il y avait des antinationales au sein de l'appareil d'État qui a eu le 22 août. Les compagnons de Modibo l'ont trahi. Vous savez, la lutte contre la corruption, c'était une lutte politique. Aujourd'hui, nous avons l'ambition de mener la lutte contre la corruption, une lutte judiciaire, n'est-ce pas? Alors que sous Modibo, c'était une lutte politique. 22 août, c'est ça. Ils ont identifié eux-mêmes tous ceux qui ont pris des choses valeureuses de l'État. Ils ont, n'est-ce pas? Mais en fait, la chute de Modibo, les gens accusent l'Occident, mais il y a la part de l'Occident, mais beaucoup de parts internes là-dedans. Parce que c'est cette révolution du 22 août 1966 là qui a fait que Modibo, il en avait marre quand il quittait le pouvoir là. Il était dessus. Il était dessus. Et c'est pour cette raison que les gens disent qu'il aime son pays. Modibo n'a pas voulu organiser la résistance à Kouloukoro contre en fait, les militaires. Parce qu'il savait qu'il était trahi à tous les niveaux. Et c'est pour cette raison que la question du pouvoir elle est importante. Quand vous le prenez, vous n'avez pas les mêmes points de vue sur certaines questions. Il y en a qui sont au sérieux, d'autres pensent qu'on est venu prendre notre part. Il y a une troisième catégorie qui dit que pour une nation. Oui, moi je pense que le sentiment national, c'est ce qui est à rebattre aujourd'hui. Le sentiment national. Maintenant, on va rebattre le sentiment national sur la base de quoi? Déjà, les entreprises ont été privatisées. Moi, on va y revenir tout à l'heure. Professeur Abdoulaye Niang, qui est responsable de cette indépendance du Mali qui est remise en cause aujourd'hui par certains Maliens? Bon, je crois que Maître a beaucoup parlé. Et vers la fin, il a glissé sur le nationalisme des ressources qui est aujourd'hui en marche. Et c'est le risque numéro 1 pour les sociétés multinationales dont il a fait inférence. L'or du Mali, parce que c'est mon domaine, l'or du Mali, eh bien, comme il l'a dit, il n'y a aucun ministre des Mines, aucun ministre des Finances qui connaît la production de l'or du Mali. Ce n'est pas seulement la coulée, mais quand on envoie une délégation, une mission multidisciplinaire de douaniers et tout un tas de machins pour aller faire l'embarquement de l'or, eh bien, on les enferme à Loulo dans leur chambre. Je m'excuse, ils amènent des compagnes du Sénégal
Et ils sont là-bas jusqu'à ce qu'au moment d'aller dans l'avion, on dit signer, tout est bon. Mais ils n'ont rien vu. Ça, c'est des gens qui étaient dans les missions, qui sont venus confesser à Djogoni Mayablo que vous avez raison. C'est un ministre qui a confessé en public, sur Dambé, en direct, on était à la maison des élèves, que je n'ai pas connu en tant que ministre des Finances et ministre des Mines la richesse du Mali. Donc, si la richesse du Mali qui est là n'est pas connue par les autorités qui ont pris la responsabilité d'être dans le gouvernement, comment c'est dû à quoi? Est-ce que c'est, comme disait M. Ndiara, les dirigeants corrompus ou un État faible? Bon, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est à partir de 91, la transition de 91 du gouvernement de Zoumana Sako et de Atiti, ce sont eux qui ont accepté de la Banque mondiale, le programme minier d'ajustement structurel, comme il a dit, qui ont accepté une convention d'établissement qui a l'article 20 sur l'expropriation. Donc, on nous a expropriés. Ce n'est pas seulement les nationalisations, hein. C'est-à-dire qu'on nous a expropriés de nos ressources naturelles. On dit à l'article 20, on exproprie, on vous donne, mais on vous protège, sauf s'il y a une crise sociale très aiguë, nous pouvons aussi exproprier les sociétés multinationales. Nous sommes dans cette phase de lutte au niveau de Djogoni Maya. Mais c'est compliqué aussi que ceux qui sont avocats et juges sont aussi achetés le plus souvent par ces compagnies minières. Quand on a amené Django Sissoko, le Premier ministre, à la Cour suprême, mais c'est l'argent qui a marché. Quand on a amené la société Rangoon à la commission mine de l'Assemblée nationale pour ne pas accepter qu'une mine qui a démarré en 2011 et a remboursé les 100% du capital d'investissement en 2012, que le partage doit être 50-50, ce sont les députés maliens qui ont dit non. Ce sont eux, parce qu'on leur donne leur part. Il y a beaucoup de milliardaires, ce sont des milliardaires qui sont issus de l'or, en réalité. Ce n'est pas l'agriculture, c'est l'or beaucoup plus. Donc, il y a eu un manque de patriotisme, il y a eu un manque de nationalisme qu'on avait au temps de Modibo. Au niveau des dirigeants et des dirigés. Et des populations. Nous sommes des cadres pionniers. Maître a été cadre pionnier. Mais c'était l'éducation. Il y a l'éducation civique et politique qu'on nous donnait aussi. Hein? Donc, le problème fondamentalement, c'est qu'on a perdu le dambé, on a perdu la dignité. Et la grandeur de la société a été perdue. Et la croissance économique, on ne pouvait pas la relancer. Parce que si tu relances la croissance économique pour qu'elle soit inclusive, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que Alpha Moro Kounare n'aura pas ce qu'il gagne. Soumaïla Cissé n'aura pas ce qu'il gagne. Voilà le problème fondamentalement. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tous les chefs d'État, depuis 1991 jusqu'à présent, sont à déviation communautaire avérée par rapport à l'intégrité. Et avant 91? C'est-à-dire, Moussa a été amené à jouer, mais comme Maître l'a dit, peut-être à Matana Biekwa. C'est-à-dire, Modibo aussi a fait beaucoup d'erreurs. On dit que Modibo est bien, mais sur le plan social, la dégradation dans les familles, c'était la milice qui pouvait venir juger deux co-épouses et se mettre à les bastonner en présence de leur mari. Ça c'était pas possible. C'était des voyous, des apprentis qu'on a pris pour faire ça. Donc, Modibo a joué beaucoup sur le moral de la population et certaines de ses déclarations. Mais Moussa est venu, et Moussa, de mon point de vue, Moussa aimait les intellectuels. Les intellectuels, ceux qui sont des chercheurs, en tout cas, nous, notre profession... Et les non-intellectuels, il les déteste? Non, dans son cabinet. C'est-à-dire, les économistes, par exemple, les socio-économistes, il les prenait systématiquement. Parce que moi-même, il m'a appelé. Donc, il y a beaucoup qui sont venus et qui faisaient de la planification. Avec Moussa, il y avait de la planification. Toutes les ODR, là, les organisations de développement rural, là, opération Rimopti, opération pêche, opération élevage. Est-ce pourquoi vous le défendez? Ah non, mais moi, j'étais dans la planification, de l'équipe de planification. C'est-à-dire, on utilisait l'intelligence des uns et des autres. Or, aujourd'hui, si tu es chercheur, si tu es intellectuel, tu es l'ennemi numéro 1 du pouvoir. Parce que tu vas déterminer la cause profonde et les relations sociales dans la crise. Et c'est là, pour ne pas sortir le tableau, tout ça c'est analysé ici. Et ça a été approuvé par 60 généraux, colonels et hauts fonctionnaires civils de 13 États de l'Afrique sous l'égide des Américains. Donc, il n'y a pas matière à discuter là-dessus. Êtes-vous d'accord avec maintenant, si je peux terminer, Moussa avait une convention
qui disait 50%, 50%. C'est ce qu'on a enlevé pour amener la convention de 20 pour nous et 80 pour les autres, et avec zéro contrôle sur la production, zéro contrôle sur la commercialisation. Oui, mais au-delà de l'aspect économique, la dictature, tout cela, était-ce une bonne chose, selon vous? Non, je suis un économiste. Et les sociologues sont là pour... Donc vous ne voulez pas réagir sur ceux qui sont de le régime dictatorial? Non. À partir du moment où tu n'as pas la sécurité économique de tes ménages, tu le soumets à la dictature. Êtes-vous d'accord, Dr Ali Tounkara? Non, je pense que Maître a bien fait quand même de reconnaître que durant le règne du président Modibo Keïta, effectivement, au terme de son dernier quinquennat, il y a eu quelques accointances à partir de l'interne. Mais reconnaissons quand même incontestablement la rupture avec les locales, avec les terroirs, a clairement débuté avec le président Moussa Traoré. J'en veux pour preuve. Si vous regardez aujourd'hui les rapports qu'entretiendraient les sociétés maliennes vis-à-vis même de l'élite politique, il était quand même un rapport très tendu. Tout local pense à combien, notamment les agents des eaux et forêts, comment ceci racketter les populations, comment tous ces gouverneurs, commandants dans les Mali profonds avaient clairement suscité plus que de la terreur. C'était même à la limite du terrorisme étatique avec le président Moussa Traoré. Dans le même temps, il faut quand même le rappeler, lorsque le professeur Nyang met en évidence que le président Moussa Traoré encourageait l'intelligentsia, je pense que les enseignants risqueront quand même de nous insulter parce que, naturellement, quand on pense à tous ces professeurs comme Kari Dambélé, en passant par même une certaine intelligentsia militaire emprisonnée par le président Moussa Traoré, naturellement, l'intelligentsia était perçue comme une source de gêne par le président Moussa Traoré, incontestablement. Ce n'est pas pour rien quand même qu'on a beaucoup d'exilés, beaucoup de Maliens d'un certain niveau d'instruction qui avaient été assassinés quand même sous le président Moussa Traoré. Aussi. Incontestablement, tout le monde pense à la prison de Taoudeni quand même. Mais reconnaissons quand même qu'au-delà de ce tableau qui est très sombre, incontestablement, quand on parle de l'éducation avec le président Moussa Traoré, quand on parle même de certaines hiérarchies militaires avec le président Moussa Traoré, mais en tout cas, il avait une grande qualité vis-à-vis de certaines réponses qu'il a apportées face surtout à la deuxième rébellion qu'a connue le Mali sous son quinquennat. Le président Moussa Traoré, il a été quand même ce chef d'État, effectivement, qui a dit face au président Kadhafi, Mohamed Kadhafi, vous ne pouvez pas abriter mes terroristes et dans le même temps vouloir me considérer comme un pays ami. Donc je pense qu'il avait quand même ce courage vis-à-vis effectivement de l'insécurité. Surtout, le président Moussa Traoré était un chef d'État très respecté par lui-même, effectivement, sa carrure, effectivement, par sa maîtrise de la diplomatie. Mais au-delà de respecté par les Maliens également. Je pense qu'il était plutôt craint par le Mali, incontestablement. Contrairement au président Modibo Keïta, où la cohésion sociale était quand même de mise. Pour preuve, si vous regardez tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont quand même servi sous le président Modibo Keïta, on ne peut pas parler de gabegie, on ne peut pas parler d'enrichissement illicite. La corruption, les germes de la corruption ont été quand même incontestablement jetés avec le président Moussa Traoré, même si lui-même on aura du mal à le charger personnellement, mais en tout cas, ces lieutenants ont été effectivement ceux-là qui ont spolié les Maliens, qui ont racketté les Maliens, qui ont poussé l'intelligentsia malienne à s'exiler, et qui ont poussé effectivement l'intelligentsia malienne à même s'inscrire dans une posture de misélée. Donc je pense qu'aujourd'hui, le monde académique a un souvenir très douloureux du président Moussa Traoré. Mais reconnaissons quand même si la corruption a vu les jours de façon, ce qu'on pourrait qualifier de façon tout à fait flagrante avec le président Moussa Traoré, le malheur du Mali, vraiment, s'est clairement manifesté avec l'avènement de la démocratie. N'oublions pas quand même que le contexte, les circonstances qui ont caractérisé l'avènement de la démocratie ont pour nom
les mensonges ont pour nom justement l'appât du gain facile. Faut-il donc questionner, remettre en cause le modèle démocratique, le modèle de gouvernance au Mali? Malheureusement, ce n'est pas le modèle lui-même qui pose problème, mais l'usage qu'on a fait du modèle. C'est avec le président Alpha Mor Konaré qu'on a commencé non seulement à instrumentaliser les autorités coutumières, à même les politiser, mais surtout dans le même temps, c'est avec le président Alpha Mor Konaré que tous ces mécanismes de prévention et de gestion des conflits vont se voir justement à la limite peu légitimés vis-à-vis des communautés pour des raisons effectivement liées à des pratiques correctives à ciel ouvert. Le président Alpha Mor Konaré, il avait aussi quand même le mérite, il ne faut quand même pas aussi l'occulter, de ressusciter ce qu'on pourrait qualifier cette conscience collective qu'avait commencé le président Modibo Keïta. Ce n'est pas pour rien quand vous regardez les différents monuments qu'on a dans nos centres urbains, quand vous regardez un certain nombre d'infrastructures qui avaient effectivement cette finalité de définir une identité collective, effectivement, le président Alpha Mor Konaré a été un des artisans, effectivement, de cette conscience collective. Mais reconnaissons quand même que la déstructuration du corps social, la politisation des liens sociaux, justement, la distanciation entre l'élite politique, le monde rural notamment, tout cela s'est sérieusement aggravé sous le président Alpha Mor Konaré. Alors que reste-t-il de l'héritage des pères de l'indépendance, maître Amadou Tchéoulé Diarra? Non, parce que vous me privez en fait d'appréciation sur ces questions. Allez-y rapidement. Là, oui, rapidement. Parce que j'ai du mal à comprendre quand les gens comparent Feu Moussa Traoré, Alpha Mor Konaré. Moi j'ai été un critique de l'ADEMA, mais je ne suis pas d'accord qu'on les mette dans la même balance, c'est pas possible. C'est comme la lumière et le pénombre. Expliquez. Je m'explique, parce que mais les alphas, ce sont des précurseurs de la démocratie. Quoi qu'on puisse dire, moi je suis un critique de l'ADEMA, mais je ne suis pas d'accord qu'on les mette dans les mêmes balances, parce que la prospérité d'une nation avec le général Moussa Traoré, où des salaires n'étaient pas payés, on appelait ça SIDA, salaire insuffisant, difficilement acquérable. Les intelligences dehors, je pense à Victor Sy, je pense à Issa Ndiaye à un moment donné, quand moi j'étais à Dakar, je pense à Tchiblin Dramé lui-même, je pense à PPR, qui était à l'exil, les Kari, et puis bon, en fait, les Omar Mariko, entre nous, mais il les a brimés. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, il les a brimés. Ou c'est des mutations arbitraires. Mais maintenant, la crainte de Moussa, c'est pas autre chose. Hein. Il était militaire et puis il y avait Taoudeni. Ouais. Et quand les démocrates viennent fermer Taoudeni, mais ça fait partie de la faiblesse de l'État démocratique aussi. Quand les instruments qui rendent la gouvernance craintive, les gens, ils ont craint. Mais quand ces instruments, on les supprime, les gens, quand on vient à Alpha, ce n'est pas la même manière qu'on vient à un Moussa Traoré. Parce que simplement, il y a en fait la glace qu'on a brisée et puis on sent que vous ne venez pas devant quelqu'un qui va vous mettre en prison. C'est ça la question de fond. Mais les Maliens, avec les crises de 2019 et 20, là, ils sont allés jusqu'à dire que alors Moussa était préférable à Konaré. Ça ne tient pas. Il ne faut pas le dire, sinon, eh bien, 91, c'est des luttes vaines, quoi. La réalité, ce n'est pas des luttes vaines. On a ouvert maintenant la démocratie. Malheureusement, nous n'étions pas contrôlés à un système démocratique entre nous, quoi. Nous n'étions pas contrôlés parce que nous sortons d'une situation parti unique Modibo Keïta, et j'en viens à votre question, parti unique Modibo Keïta, parti unique et Moussa Traoré. Nous avons fait tomber en fait un dictateur. Alors on a dit la démocratie, maintenant il y a eu les institutions démocratiques, mais malheureusement les instruments de contrôle ne n'étions pas préparés à ça. On n'était pas préparé à ça. Je l'avoue, on n'était pas préparé, et ce qui fait que, eh bien, tout le monde est allé dans la corruption. Pratiquement. Hein? Ah oui, pratiquement, les gens sont allés dans la corruption. Les gens sont allés dans la corruption avec, en fait, notre culture médiévale aussi. Si vous ne prenez pas Ikera Dangadé, et ça c'est le fond culturel malien,
en fait, existe, même chez les intellectuels agrégés et docteurs. Et c'est ça le fond. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture entre notre passé traditionnel et ce que nous voulons pour l'avenir. Et c'est un problème. Nous avons des institutions, les partis politiques, les associations de la société civile qui sont là, les véritables instruments, mais du point de vue de leur mise en œuvre, c'est un problème. Quand on se met à critiquer un régime aujourd'hui aussi, tu deviens un ennemi de la nation. Moi, j'ai critiqué, mais je n'étais pas, en fait, si vous voulez, dans une opposition systématique quand Konaré était au pouvoir. J'étais un critique. Mais c'était des critiques de contribution. Mais ça a été très mal pris. Non. Très mal pris, je vous assure. Alors que... C'est pas démocratique. Ah oui, c'est pas démocratique, c'était très mal pris. Sous ATT, pratiquement la même chose aussi. Hein. Donc est-ce que la démocratie également est réelle? La démocratie. Bon, vous savez, il vaut mieux poser cette question aux sociologues. Parce que nous, c'est les règles de droit. Mais quand vous posez la question sur l'angle de l'effectivité, là, dans ce cas, c'est la sociologie et l'anthropologie. Et l'économie. Hein, n'est-ce pas? C'est eux seuls qui peuvent vous dire sur le terrain si ça va ou ça ne va pas. Nous, les juristes, on voit les mécanismes, on dit oui, ça va. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage? Les gens parlent de refondation. Moi, je veux bien, ils disent qu'il faut qu'on passe à la 4e République. Ce débat, nous l'avons posé, le docteur Oumar et moi, depuis 2006-2007. On l'a posé. Mais la question de fond, vous ne pouvez pas aller à une 4e République s'il n'y a pas une reconversion. Sinon, la révolution des institutions, ça ne sert à rien du tout. On peut révolutionner les institutions, mais s'il n'y a pas une reconversion des acteurs de la société, c'est comme quand vous prenez la peau du lion, vous mettez sur la chèvre. Un point trait, quoi. Et c'est ça qui interpelle les Maliens. Si on pouvait mettre la transition à profit pour qu'il y ait une reconversion. Et quelqu'un, un philosophe l'a dit, pas des moindres, Issa Ndiaye a dit que le problème, c'est les Maliens eux-mêmes. Les Maliens eux-mêmes, est-ce que nous voulons changer la réalité? Parce que... Est-ce qu'on va vers le changement? Vers le changement? Non, il y a déjà les germes de l'handicap qui sont là. Hein. Il y a des gens qui ont pris, en fait, l'état-major de la junte là-bas. Ils ne veulent même pas qu'ils s'adressent à des honnêtes citoyens. Ils ne veulent même pas. Ah, ils ne veulent même pas que des honnêtes citoyens soient en fait identifiés et qu'on puisse travailler. Alors que nous tous, nous travaillons pour le bonheur du Mali. Notre différence avec les Européens, Macron, quand il prend, et le président Macron, Hollande, les Chirac, là, quand ils prennent, ce n'est pas pour leur famille. Chirac, quand il a quitté le pouvoir, il avait du mal à s'habiter, à habiter, par exemple, quelque part à Paris. Il est allé chez un ami. Est-ce que vous comprenez? Mais eux, ils prennent pour leur génération. Ils nous pillent pour leur génération. Mais nous, nos chefs d'État, ils pillent pour leur famille. Leurs enfants, leurs femmes et leurs neveux. C'est ce que moi, je ne comprends pas. Quelle solution au défi économique, professeur Abdoulaye Niang? La solution, elle est trouvée. La solution de récent, j'ai trouvé. Ça, je peux vous le dire haut et fort ici. Il y a une transition qui mérite d'être mentionnée. C'est la transition de l'Afrique de l'ère méditerranéenne de la démocratie. Les autres dont ils parlent, qui étaient des étudiants de carrière en France à l'époque, quand moi je suis arrivé en 1969, ce sont eux qui aussi ont attaqué si bien le régime en place. Et le PMT, on nous disait de dire 1 + 1 = 3. Que ces militaires ne connaissent rien. Moi, j'ai refusé. On me connaît dans le milieu. Donc, l'ère méditerranéenne de la démocratie, il y a la femme de Mitterrand qui l'a évalué, la fondation Daniel Mitterrand. Il dit la France est une démocratie ne veut rien dire. Vous partez à l'école de François Mitterrand en matière de démocratie, alors que son application pendant 14 ans, dans son propre pays, sa femme dit que ça ne veut rien dire que la France est démocratique. Et ça ne veut rien dire que la France est une puissance économique. Parce que la France est en rareté. Rapidement, il nous reste juste 4 minutes. Quelle solution au défi économique? Bon, la solution qu'il y a aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été prescrites en 1976 à l'Afrique pour pouvoir rentrer dans sa richesse, pour aller vers l'indépendance économique, pour aller vers la souveraineté économique des nations africaines, pour aller
vers la reposition du droit de propriété de ces ressources naturelles et pour que les populations des paysannes puissent avoir le droit de jouissance. Et ce qui est convention d'établissement, ce qui est permis vont disparaître et les sociétés multinationales vont disparaître de la carte du monde dans leur configuration actuelle. C'est ce qui a été dit à l'OCDE en 2015. Et moi, depuis 2008, je travaille sur les principes et les relations économiques fondamentaux. On a réussi à formuler la conception le modèle. Et aujourd'hui, on a satisfait toutes les conditions qui ont été imposées de l'extérieur. Sauf que nous avons ceux qui font obstruction pour ne pas permettre une prospérité partagée. Et là, on a développé un modèle aussi pour les avoir. Et IBK est parti, ATT est parti, et ceux-ci aussi vont partir. C'est ce que Maître a dit. Ils vont partir. Pour une reconversion des Maliens, faut-il revenir à l'éducation civique et politique, Dr Ali Tounkara? C'est important tous ces aspects, mais je pense que pour une reconversion, ou en tout cas pour la refonte même de l'homme malien, il me paraît important de s'attarder sur l'exemplarité de l'élite au pouvoir. Malheureusement, le président Alpha Oumar Konaré jusqu'au président Ibrahim Boubacar Keïta, s'il y a quelque chose de déplorable chez l'élite politique malienne, effectivement, c'est cette absence, à la limite, cruelle de l'exemplarité. Vous ne pouvez pas prêcher l'orthodoxie, vous ne pouvez pas prêcher la bonne gouvernance. Dans le même temps, vous êtes aussi dans des pratiques collectives. Je pense que, pour finir avec cette question, la reconversion, il est extrêmement important quand même qu'on instaure la culture justement de redevabilité. Vous ne pouvez pas être aux commandes au nom des Maliens, que ce soit à l'Assemblée, dans une mairie ou même à la présidence de la République, sans rendre compte à ces mêmes Maliens. Mais malheureusement, ces acteurs de la démocratie aujourd'hui, s'il y a quelque chose de tout à fait déplorable, à tel enseigne que les Maliens, dans leur écrasante majorité, continuent à nourrir un fort doute, si toutefois on peut s'attendre à un Mali justement prospère, à un Mali où la rivalité sera de mise. Donc je pense qu'il est extrêmement important qu'on sorte du déni, que des hommes et des femmes qui ont en charge d'animer l'offre politique rendent compte aux électeurs, rendent compte aux citoyens. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas jusqu'ici. 2 minutes et 2 questions, Maître Amadou Thiaoulé Ndiara. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les causes de l'éclatement de la fédération entre le Mali et le Sénégal et aujourd'hui, quelle solution pour qu'on ait un Mali indépendant et prospère? Bon, l'éclatement de la fédération, c'est que, souvenir bref, c'est que le président Mamadou Dia et Senghor, après la fédération, ils sont allés en France, ils sont revenus et avant même leur arrivée, il y a eu des rumeurs en fait qui faisaient état de l'éclatement de la fédération. Je pense qu'il y a eu des problèmes de nomination état-major, et parce que Soumaré a été finalement désigné comme le chef d'état-major. Il y a eu pas mal de problèmes également à l'interne. Mais la réalité, c'est que c'est après leur retour... Problème de leadership? Ah oui, que le verre est entré dans le grain. Sinon, ils avaient réglé. Parce que ce qu'il faut saluer derrière, nous étions en République soudanaise. Et la Fédération du Mali, c'est le constituant qu'il a proposé au Sénégal. Et je pense que ça vient d'eux-mêmes. Dans l'urgence, quelle solution, notamment avec cette transition qui devrait être mise en place? Moi, dans l'urgence, c'est qu'il faudrait que nous commencions à faire comme l'Europe aussi et l'Occident. Il faut qu'on s'oublie. L'Europe voit l'avenir de sa génération. Leur génération, c'est ce qu'ils voient. Quand ils nous pillent, c'est ce qu'ils voient. Nous, quand nous venons aux affaires maintenant, eh bien, on pense d'abord à notre propre famille et à nous-mêmes. Ça, il faut vraiment rompre avec ça, quoi. Merci beaucoup Amadou Thiaoulé Ndiara, vous êtes avocat et de l'Association malienne de défense des droits de l'homme, professeur Abdoulaye Niang, économiste, chercheur, directeur du Centre Séné et Dr Ali Tounkara, écrivain, sociologue, directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel. À la régie vidéo et audio, Nouhoum Djiré et Seydou Ndaw. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba.